Bienvenue, Robert. On s'est rencontrés à Montréal. En fait, on s'est jamais rencontrés en personne. Alors, bienvenue à l'émission Conscient. Oui, merci beaucoup. Ouais, ça me fait plaisir. Ouais. Euh, En fait, la façon qu'on s'est rencontrés, c'est très COVID-19, dans le sens que c'était une conférence qui devait avoir lieu en personne à Montréal sur la biodiversité. Puis finalement, on était tous sur Zoom. Puis toi et moi, on était dans un salon, ce qu'on appelle en anglais un breakout group. Donc, on s'est parlé, puis j'ai beaucoup aimé vos idées sur l'environnement, puis votre travail, vos réflexions. Donc, je voulais vous inviter à mon émission pour qu'on puisse aller un peu plus en profondeur puis partager votre savoir aussi. Donc peut-être on va commencer, si vous voulez juste vous présenter un petit peu pour dire qui vous êtes, quelle est votre profession, etc. Puis après ça, on va se lancer dans la conversation. Bon, mon nom est Robert Kassisi. Je suis originaire du Congo, de la République démocratique du Congo, anciennement Zaïre. Je suis ingénieur technicien forestier de formation. Puis par la suite, je suis venu au Québec. J'ai fait les sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal. Option évidemment biologie. Et puis comme j'étais forestier, je travaillais beaucoup plus sur la végétation au départ. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir été dirigé par l'écologiste Pierre Dansereau au niveau de la maîtrise en sciences d'environnement. J'avais fait mon mémoire en sciences d'environnement sur le parc de Côte-Sainte-Catherine, qui se trouve contigu à la réserve de Kanawake. À l'époque, on l'appelait Koknawaga. C'est au bord des rapides de la Chine. Donc, j'avais travaillé sur la végétation de ce parc-là. Par la suite, j'ai fait un doctorat en aménagement à l'Université de Montréal, doctorat orienté vers la conservation et la conservation de la biodiversité et le concept de développement durable qui venait de sortir. Ça, c'est dans les années 80. Donc, c'est en 85 que j'ai terminé mon doctorat dirigé toujours par Pierre Dansereau, alors qu'il était à l'UQAM. Il avait accepté de m'accompagner à l'UDM et co-dirigé aussi par Peter Jacobs, qui était un des spécialistes de développement, un des initiateurs quasiment du concept de développement durable. Voilà, je suis allé, après mon doctorat, en 90, je suis allé travailler au WWF, qui est le World Wide Fund for Nature. Le penchant américain, c'est World Wildlife Foundation. J'ai travaillé en Suisse, donc au siège de l'organisation pendant 3 ans. Et puis après, je suis allé sur le terrain en Afrique, diriger le programme d'Afrique centrale de WWF pendant 2 ans. Par après, je me suis dit, bon, je retourne au Québec. Et puis le retour au Québec, c'était pour des raisons tout d'abord familiales. Et ensuite, l'année suivante, j'ai été engagé à l'Université de Montréal, où je suis, ça c'est en 97, 98, où je suis professeur aujourd'hui d'écologie et de gestion des ressources naturelles. Je donne aussi les cours qui ont trait au développement durable. Voilà. Bon, on a en commun, toi et moi, un lien avec Pierre Dansereau parce qu'il était mon président d'honneur en 92 à Montréal quand j'ai dirigé un festival de musique électroacoustique sur le thème de l'environnement. Puis on avait fait des commandes à Murray Schafer et fait beaucoup de choses. Donc on s'est croisés indirectement via Dansereau et autres. Mais ce que j'aimerais vous poser, c'est la question, et merci de l'exposer, c'était très intéressant, votre parcours. Euh, le, le balado, le podcast dont je suis responsable s'appelle Conscient, Art et Environnement. Puis je m'intéresse au rôle des arts et de la culture au niveau de la prise de conscience, la sensibilisation et l'action environnementale. Donc, après ma barre, comment vous travaillez ou comment vous voyez le rôle des arts de la culture dans le domaine de l'environnement? Bon,
peut-être ma réponse va être très longue, mais j'espère qu'elle va être claire, parce que moi, je considère l'art en général comme un médium qui transmet les codes de culture des communautés humaines. Alors, évidemment, si on regarde la culture, c'est le fondement même de tout ce qui est comportement des populations. Euh, tout ce qui est structure même des populations, de fonctionnement des populations humaines. Et décoder l'univers culturel, c'est souvent par les perceptions et aussi par les arts. Et c'est là où je me dis, les arts, que ce soit la littérature, que ce soit la peinture, que ce soit aussi d'autres formes d'art, ce sont des médiums qui peuvent être utilisés facilement pour pouvoir faire la sensibilisation. Et aussi pour pouvoir comprendre quelles sont les motivations qui poussent les populations humaines à certains comportements. Il y a de ces comportements-là qu'on peut comprendre à travers l'art, par exemple, que ce soit les contes, les proverbes, tout ce qui est oralité. Ce sont des médiums qui nous permettent de comprendre tout d'abord la relation entre l'être humain et son environnement. Et c'est à partir de là où on peut aller chercher tout d'abord les éléments qui sont des éléments extrêmement positifs qu'on peut renforcer, par exemple dans la gestion de l'environnement, et des fois des éléments qui, à travers l'histoire, ont été plus ou moins pervertis. Des éléments qui font le lien entre l'environnement et l'être humain, qu'on peut aussi corriger et puis revenir même sur l'histoire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même ce qu'on appelle le savoir traditionnel, savoir écologique traditionnel, on va chercher ce savoir-là à travers l'art, par exemple, la culture aussi. Et c'est extrêmement important, je pense, et j'ai été long, mais en même temps, on voit le lien, l'importance de l'art au niveau de l'environnement. Je me souviens même, à un certain moment, Pierre Dansereau, pour revenir à lui, à un certain moment, il m'avait parlé, il me dit, vous savez, Robert, vous voyez toujours, on se vous voyez, hein. Et M. Dansereau m'avait dit, Robert, vous savez, je vais à la télévision, je fais des conférences, je pense à cause de mon âge et de mon expérience, on m'écoute beaucoup, mais je pense que, et il a cité nommément, Richard Desjardins a une grande force de transmission de messages que moi, parce qu'il est artiste. Il parlait aussi, je me souviens de Sol, le clown, mais qui était quasiment aussi un poète. Hein. Et puis il disait, voilà, des gens sont des artistes qui sont capables aujourd'hui de porter efficacement le message plus que même les scientifiques. Ben, ce qui est intéressant pour moi, c'est que je rencontre des artistes qui s'identifient pas comme communicateurs, mais comme créateurs, et c'est quelqu'un qui va faire une œuvre qui en va ensuite parler à l'auditeur. Mais en quelque part, c'est un peu artificiel de dire que l'artiste fait ci ou fait ça, parce que l'artiste, finalement, c'est un citoyen, c'est quelqu'un avec du savoir qui agit dans la société, tout comme le scientifique, tout comme d'autres rôles. Sauf que l'artiste a une certaine liberté. Il est moins tenu aux faits scientifiques, comme le scientifique doit prouver, etc. C'est pour ça que le domaine des arts et de la science m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a tellement d'affinités entre les artistes et les scientifiques, et pourtant il y a des barrières. Il y a des barrières qui me semblent artificielles, et surtout ces jours-ci, quand on essaye de travailler sur une problématique complexe comme le changement climatique, il faut que tout le monde travaille ensemble. Alors, vous, au niveau méthodologie, est-ce que vous avez eu des expériences positives avec des artistes quand vous avez pu soit co-créer ou faire des projets ensemble où vous avez vraiment agencé votre savoir et fait des liens intéressants?
Au fait, j'ai eu la chance de rencontrer, euh, c'était un groupe, une bande de, de pygmées. C'est une communauté de pygmées ce sont des populations qui vivent forestières, hein, qui vivent en Afrique centrale. Généralement, les pygmées sont des nomades forestiers, donc ils se déplacent en forêt. Et très lié à la tradition, surtout l'oralité, parce que bon, il n'y a pas d'éducation scolaire dans ces communautés-là. Et à un certain moment, je commençais à m'intéresser à tout ce qu'ils avaient comme euh, culture orale. Et là, je vois bon, ce qu'on appelle littérature orale, tout ce qui est contes, dictons, etc. Et comme je travaillais sur une région ou un parc national où le gorille était l'espèce phare et qui avait des problèmes de conservation ou de protection de gorilles à cause du rétrécissement de l'habitat, surpopulation en périphérie du parc, etc. Mais les pygmées vivaient aussi en périphérie de ce parc-là. Puis à un certain moment, les pygmées m'ont parlé, on a commencé à parler de dictons, des proverbes. Et puis, ils m'ont dit à un certain moment que le pygmée était le frère du gorille parce qu'ils collaboraient ensemble pour protéger la nature. Alors, j'avais demandé pourquoi et c'est là où ils m'ont dit, vous savez, la collaboration entre les pygmées et les gorilles, et ça, c'est dans les contes, et c'est ces contes-là, des pygmées, qui ont permis aux pygmées de pouvoir vivre dans cette forêt et vivre en symbiose avec les gorilles. Chaque fois, comme ils sont des nomades en forêt, les pygmées se déplacent en forêt pour chasser. Et lorsqu'ils se déplacent, ce sont des déplacements qui sont à un rythme de 3 à 4 semaines sur une place. Ils arrivent, ils déboisent, parce qu'ils doivent faire un campement. Ils font la chasse pendant 3 à 4 semaines sur un rayon à peu près de 4 kilomètres. Après 3 4 semaines, évidemment, le gibier est parti beaucoup plus loin. Ils ont quand même chassé un tout petit peu. Ils se déplacent. Le gorille vient suivre l'endroit qui a été abandonné par les pygmées. Et puis le gorille se nourrit dans cet endroit-là. Je ne comprenais pas pourquoi eux, ils disaient que les gorilles venaient les remplacer. Mais c'est après, en regardant l'alimentation de gorilles, j'ai remarqué le gorille qui est phytophage, hein, donc qui est herbivore, la grande majorité des espèces végétales dont se nourrit le gorille, ce sont des plantes herbacées, des milieux, des forêts secondaires. Donc, des milieux qui ont été perturbés, donc des milieux qui ont été déboisés. À part, évidemment, les pousses de bambou, qui sont aussi les bambous, ce sont des formations secondaires généralement favorisées par soit le feu de forêt ou par le déboisement. Voilà, c'est là où j'ai compris finalement qu'il y a moyen d'aller chercher dans les adages, d'aller chercher dans les contes de l'information en rapport avec l'environnement ou la biodiversité, et ces informations qui sont des informations qui, couplées avec les informations scientifiques, les observations scientifiques, peuvent nous amener à pouvoir mieux comprendre l'environnement pour mieux le gérer. Écoute, on va commencer à terminer l'entrevue, mais je voulais qu'on revienne à Montréal le 5 juin, quand on était ensemble dans la petite salle Zoom, toi et moi. Une des questions qu'on nous a posées, c'est qu'est-ce qui nous fait le plus peur, ou qu'est-ce qui nous inquiète le plus au niveau de la biodiversité et de l'environnement. Puis je me souviens pas ce que vous m'aviez dit, mais ça m'avait frappé. Peut-être vous vous en souvenez pas non plus, mais qu'est-ce qu'en ce moment, par exemple, qu'est-ce qui vous inquiète le plus au niveau de la situation environnementale?
fait, c'est la réponse qui est finalement apportée à la pandémie. C'est une réponse qui s'adresse au fait qui cible les effets et non les causes. Vous vous rappelez, au début, on a parlé de pangolins et puis un certain nombre de chauves-souris. Par après, on n'en a plus parlé. Dernièrement, c'était les produits de la mer, mais on a dit, mais ce n'est pas ça. Alors, tout ça, ces problèmes sont les problèmes aussi des zoonoses. Donc, que ce soit des virus qui sont, ou des fois des bactéries aussi, qui sont transmis de la faune sauvage aux populations humaines, des fois même aux animaux domestiques. Et ça, au fait, ce qu'il y a, c'est que je reviens encore sur la culture. Lorsqu'on parle du pangolin, juste un exemple, là, j'avais travaillé dans une région, dans le bassin du Congo, sur une ethnie qui est une ethnie forestière, qui a des traditions culturelles, je peux dire la culture, les initiations liées vraiment à la faune sauvage, extrêmement liées à la faune sauvage, et qui, dans ces traditions, il y a beaucoup de tabous, d'animaux totems, des tabous. Et ces tabous-là, généralement, sont liés à certaines espèces, dont le pangolin géant, qu'on ne doit même pas toucher. C'est interdit de toucher ou d'approcher cet animal-là parce que c'est un animal totem qui est vénéré aussi par une classe de prêtres, on peut dire, initiatiques. Ce sont eux qui président même l'initiation des jeunes quand les jeunes deviennent adultes et on leur apprend de ne jamais approcher cet animal-là. Il y a un autre animal qui s'appelle l'Ornithorynque, qui est un animal qui vit dans les terriers. Et tout ça sont des animaux, souvent, qui sont porteurs aussi des virus qui sont létaux, c'est-à-dire extrêmement dangereux. Et ça sont des connaissances, des liens avec ces animaux, mais ce sont des liens des populations humaines avec ces animaux, des liens qui sont extrêmement structurés, extrêmement codés pour éviter des fois des épidémies, etc. Et probablement, à cause de cela, c'est pourquoi on a mis des totems. Moi, je regarde aujourd'hui le déboisement au niveau de l'Afrique, par exemple, le commerce des animaux sauvages, et puis c'est des commerces illégaux, hein, des grands singes, que ce soit des chimpanzés et des fois des gorilles. Ça sont évidemment les pangolins. Il y a eu beaucoup de trafic de pangolins, notamment vers l'Asie. Et c'est ça le drame, ce qui nous attend aujourd'hui. Donc, commencer à apporter des réponses au niveau économique, oui, mais je pense que les causes doivent rapidement être adressées. Heureusement, j'ai vu, il y a un workshop qui sera organisé à la fin de ce mois-ci par l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques. Et ce workshop le sujet, c'est quasiment la biodiversité et les pandémies. Et c'est là, j'espère, où on ne va pas seulement regarder les problèmes de déboisement, donc écologiques, qui sont vus sous la perspective seulement des écologistes du Nord, mais c'est de voir aussi tout ce qui est culture, tradition là-dedans. Et ça va nous donner beaucoup plus d'informations au niveau des réponses à apporter sur les causes même de la pandémie. L'artiste, lui, a intérêt, lui, elle, de bien comprendre les enjeux. Donc, au niveau de la collaboration, un artiste doit trouver
des façons d'aborder des matières complexes comme la biodiversité. Mais ce que je trouve maintenant, c'est que l'artiste est non seulement curieux, mais se sent qu'il y a un rôle essentiel à jouer au sein de démystifier certaines de ces problématiques-là, de trouver d'autres façons de l'aborder, qui sont pas nécessairement les données scientifiques, mais qui sont une expression humaine et certainement le savoir traditionnel est très très important là-dedans. Et comment est-ce qu'on fait pour interpréter maintenant ces savoirs traditionnels-là, autochtones et autres? C'est ça qui m'intéresse puis que je veux parler à des artistes, des scientifiques comme vous-même pour mieux comprendre là où il y a des points de contact. Vous avez donné des bons exemples et je suis sûr qu'il va en avoir d'autres. Quand on s'est vu à Montréal, on s'est dit que c'était un point de contact entre toutes sortes de différentes personnes dans différents domaines, mais qu'on avait en commun qu'on avait une passion pour la biodiversité ou pour l'environnement. Et je vous remercie beaucoup, Robert, d'avoir pris le temps de parler un peu, parce qu'on pourrait en parler beaucoup plus. En fait, je vais vous donner le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire qui n'a pas encore été dit, qui serait intéressant pour ceux qui s'intéressent au lien entre art et environnement? D'ailleurs, moi, ce que je trouve triste, c'est qu'il y a un document qui est quand même un document officiel, légal, qui s'appelle la Convention sur la diversité biologique, qui est une convention, une des 3 conventions de Rio, donc 92, dans laquelle il est mentionné, et c'est une obligation, de recourir au savoir traditionnel, etc. Et je trouve que ce sont les artistes, souvent, qui vont pousser dans ce sens-là, parce que le scientifique qui a été formé, même comme moi, formé à l'école occidentale, etc., il voit toujours la science classique comme prédominant. Alors qu'aujourd'hui, tout ce qui est savoir traditionnel, ça apporte une valeur ajoutée incroyable. Et puis, même le Canada, c'est un modèle. Aujourd'hui, qui est copié quasiment dans le monde. Les gens oublient, nous les Canadiens, nous oublions ça. Mais vous regardez Parc Canada, dans Parc Canada, il y a toujours la culture qui est là-dedans, c'est-à-dire biodiversité et culture. Et ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas pour rien que aujourd'hui même toute la question, par exemple, de la diminution de population de caribous, le savoir traditionnel, les autochtones du Nord, les anciens sont là-dedans. Et ce sont eux qui fournissent beaucoup d'informations. Les artistes, l'avantage de travailler beaucoup avec les artistes, c'est la sensibilité aussi. Et puis quand il y a sensibilité, il y a l'élément sensible et au centre, il y a une grande ouverture. Et cette ouverture-là, ça aide aussi les scientifiques à pouvoir s'ouvrir aussi vers d'autres horizons, d'autres domaines, peut-être qu'ils n'ont jamais considéré comme importants, mais qui sont quasiment essentiels pour pouvoir comprendre l'environnement.